Aujourd'hui, Jean Levent. Forestier le jour, écrivain la nuit et dessinateur le reste du temps. Ses auteurs favoris sont Melville, Le Fanu, Cervantes, Maupassant, Rimbaud, Carver, Tchekhov, Tolstoï, entre autres. Bonjour. Auteur de plusieurs nouvelles, articles et essais, artiste peintre et dessinateur, je vous présente aujourd'hui une nouvelle Jean Levent intitulée Seconde chance, publiée à l'origine en 2014 sous un autre titre, sous une autre forme, et ceci avec l'accord de l'auteur. Ceci est une histoire rigoureusement véridique. Demandez donc à Valeria Pellizzotti et à son mari Lorenzo, qui habitent aujourd'hui rue San Giorgio à Turin et qui ont eu sous les yeux la preuve tangible de la réalité de ces événements, encore inexpliqués si vous gardez un doute. Et bien que le protagoniste principal de ce récit ne puisse témoigner de vive voix, étant décédé, il a laissé un journal, un vrai journal, rédigé dans une série de cahiers d'écoliers, donc peu susceptibles d'avoir été retouchés par quelques mains indélicates. Je crois donc que nous pouvons le considérer comme fiable, au moins pour les dates et les faits principaux, d'ailleurs confirmés par plusieurs témoins, sauf à croire qu'un homme, un mourant qui plus est, s'amuserait à mentir dans son journal intime. Mais pour quelle raison? Il y relate avec de très curieux détails la teneur de cette rencontre vraiment peu ordinaire. Comme Valeria m'a gentiment prêté ce journal, et après avoir entendu la version des témoins précités, je vais maintenant tâcher de vous donner ma propre relation de ces événements, aussi fidèle à la vérité que possible. Souhaitons-le. Avant d'arriver à Venise, Marcello était passé par plusieurs villes dont il ne gardait aucune impression. Seul Turin, sa ville natale, lui en avait laissé une, celle d'une épaisse grisaille piquetée d'or. Il était venu à Venise pour parfaire ses études artistiques et pour la réputation de pittoresque et de mystère qui s'attachait à cette ville. Mais l'important est qu'il fit alors la connaissance d'une jeune élève, une juive. Elle tenait à cette précision pour des raisons qu'il ne comprenait pas bien, qui portait des collants bicolores et asymétriques, même en dehors de carnaval. Peut-être, en raison de ce détail vestimentaire incongru, il n'avait jamais douté qu'elle fût vénitienne de souche. Il ne lui avait donc jamais posé la question. Elle s'appelait Giulia et prétendait habiter sur l'île de Giudecca, mais il apprit plus tard qu'elle et sa sœur aînée louaient un petit appartement dans une cité populaire située non loin de la Villa Garibaldi. C'était une vraie jeune fille au sens qu'il donnait à ces mots, très fraîche, tour à tour timide et pleine d'audace, exaspérante, un tantinet mythomane et surtout charmante. Moins enthousiaste, ses condisciples la trouvaient insolente, insupportable et insensée. Une chose sûre, c'est que son passage dans une pièce prenait souvent la forme d'un ouragan, et particulièrement lorsqu'elle passait près de son établi où elle usait d'une boîte de pastel comme d'un gong. Ainsi, bien qu'elle fût blonde, il crut longtemps qu'elle était rousse. Il croyait aussi avoir les fards verts
mauves ou orangées dont elle se peinturlurait la figure, sans parler de ses collants, qu'elle avait un don pour les couleurs. Mais là encore, il se trompait. Elle n'employait dans ses croquis que le fusain ou l'encre noire, surchargeait ses gravures et lithographies de traits à son avis superflus, faisait des photographies de la ville toujours en noir et blanc, ce qui semblait un comble pour Venise. Quant à son peintre favori, celui qu'elle prenait pour modèle pendant les cours de peinture, c'était le ténébreux Egon Schiele. Parfois, sans qu'il s'en émût, elle le prenait pour cible de ses noirs croquis. La chose terminée, elle n'oubliait jamais de l'appeler pour qu'il vînt donner son avis sur cette exécution sommaire à tout point de vue. Elle se tenait près de lui, attendant son commentaire, comme au garde-à-vous, et il sentait alors comme elle frétillait intérieurement sous ce masque d'impassibilité. De son côté, et même si, comme on le lui répétait sans cesse, l'art n'était plus ça, il aimait coucher la jeune fille sur un beau vélin afin de rendre le tranchant de son nez, les courbes déjà moelleuses de ses seins, l'exubérance de sa croupe, la blancheur crémeuse de ses bras et de son cou, avec ses 2 grains de beauté, enfin tout ce qui révélait sous le phare sa jeunesse éclatante. Il ne la coucha d'ailleurs jamais ailleurs. Était-il trop idéaliste? Toujours est-il qu'il se contenta de suivre ses évolutions et ses révolutions d'un œil rêveur, répondant à ses avances aussi claires que tacites par des demi-sourires, et la chance passa. Ils se perdirent de vue. Alors, quand près de 10 ans plus tard, le destin les remit sans prévenir face à face, Marcello eut le sentiment de subir un examen de rattrapage et se promit de forcer sa nature pour ne pas laisser filer cette seconde chance. Ils se rencontrèrent le 13 août. La date n'est pas sans importance. À l'heure du déjeuner, un jour de canicule, alors que Marcello baguenaudait solitairement dans une rue du Vieux-Turin, sa veste repliée sur le bras. Malgré l'heure, et comme toujours dans cette rue, il y avait foule. Elle portait un tailleur gris assez strict, bien coupé, ainsi qu'un vrai sac à main de dame. Ses cheveux longs étaient bien rangés et tombaient droit sur ses épaules. Son visage semblait plus pâle que dans son souvenir, sa démarche plus raide, et sa croupe, autrefois si remuante, n'ondulait plus. Il la trouva aussi belle, mais ce n'était plus la même Giulia. De son côté, elle eut comme un tressaillement, puis devint encore plus raide et blanche. Ils se croisèrent comme 2 fantômes. En la frôlant, Marcello huma le parfum qui l'enveloppait. Cela aussi était nouveau, mais il ne put ouvrir la bouche. Puis, comme il s'éloignait, il réalisa que sa dernière chance était sur le point de s'envoler, et par un effort surhumain, il fit volte-face et lui accrocha la manche ou peut-être le revers de sa veste. « C'est toi, Giulia! Giulia !» parvint-il à articuler. Elle se mit à jeter des regards dans toutes les directions sauf la sienne, comme un oiseau entré par inadvertance dans une maison et cherchant désespérément la sortie. Puis son expression se détendit un peu. Elle le regarda, muette. Bien que la réponse ne fît aucun doute, il lui demanda si elle se rappelait de lui. « Marcello, tu te rappelles, l'étudiant en art, je te demandais de poser pour moi quelquefois. » La pâle jeune femme secoua sèchement la tête, comme pour réfuter toute connexion avec lui, puis pivota pour reprendre son chemin.
Cette fin de non-recevoir semblait annoncer son échec total, et il songea aux bouteilles de Chianti et de Lombosco qu'il devrait vider pour oublier ça. Au bout de quelques pas, cependant, elle s'arrêta contre toute attente et revint vers lui d'un pas rapide, fondant littéralement sur lui. Je regrette, articula-t-il en s'étranglant à moitié, tâchant de parer l'assaut. Sa voisine le fusilla du regard tout en lui agrippant une manche. « Tu regrettes quoi? Je ne comprends rien à ce que tu dis !» claqua la réponse de la jeune femme. « De toute façon, je ne veux plus te voir, plus jamais, tu m'entends ?» Mais, disant cela, elle restait immobile devant lui, à le fixer d'un air terrible, mais peut-être pas aussi hostile que ses paroles le laissaient croire. Aussi fit-il comme s'il n'avait pas entendu les derniers mots. Je connais un petit resto à l'écart, très tranquille. On serait plus à l'aise pour parler, proposa-t-il, avec l'impression de se noyer définitivement. Toi, peut-être. Moi, je n'ai pas besoin de ce petit endroit tranquille, surtout pas. Et puis, que veux-tu me dire? En tout cas, moi, je n'ai plus rien à te dire. C'est trop tard. Tu comprends ça? Oui, il ne comprenait que trop bien. Tel un boxeur titubant après un sévère droite-gauche, il dut marquer un temps d'arrêt et déglutir plusieurs fois un œuf coincé dans sa gorge avant de poursuivre sans même savoir ce qu'il disait. « Pardonne-moi, je te comprends. J'attendrai, Julia. Parlons-en demain, si tu préfères. Donne-moi simplement un numéro de téléphone ou quelque chose, quelque chose. »« Non, rien du tout !» l'interrompit-elle en lui serrant le bras avec force. Mais elle le tirait vers elle plus qu'elle ne le poussait, songea-t-il. Il resta quoi? Suspendu entre l'espoir et la crainte de ce qui allait suivre. Autour d'eux, les passants continuaient de défiler en flots épais, et il entendait, sans les comprendre, les commentaires doucement goguenards que commençait à provoquer la scène. « Non, répéta sa voisine. « Allons dans ton resto, mais allons-y tout de suite, j'ai faim, et je ne veux plus discuter de cette vieille histoire. Et au diable tes excuses, j'ai perdu trop de temps déjà. » C'est ainsi qu'il l'invita à déjeuner, si on peut dire. Le restaurant, la gargote plutôt, à laquelle il avait fait allusion, était celui que tenait le mari de sa sœur Valeria chez Alfredo. L'établissement ne payait pas de mine. Il se situait en lisière de la grande route qui relie Turin à Cunco et qui avait pour unique perspective des hectares de céréales. Mais étant donné qu'il ne pouvait pas lui payer un resto dans un vrai restaurant, il jugea que cette solution était encore la meilleure. Pendant le trajet, il ne cessa d'épier sa passagère, tâchant de découvrir la cause d'une pareille transformation. Le temps passé depuis leur dernière rencontre ne semblait pas pouvoir l'expliquer. Ce changement de caractère était-il profond ou bien était-il de la même nature que son changement de goût vestimentaire et capillaire? L'aimait-elle encore, comme sa douleur de le revoir pouvait le laisser penser? Ou n'était-ce qu'une dernière étincelle? C'était le genre de question qu'il se posait. Une fois attablés chez Alfredo, ils évoquèrent ce qui avait été leur vie durant ces années. Marcello lui avoua qu'il avait cessé de peindre pour devenir un de ces travailleurs laborieux promis à un prompt abrutissement. Il avait été représentant en fourniture d'art, magasinier puis serveur au restaurant. Il ne précisa pas le nom du restaurant, mais cela dut aller de soi. Et maintenant, il se trouvait sans emploi. De son côté, Julia avait travaillé dans une agence de photographie réputée
avant de tout plaquer pour s'établir en Israël, pays de ses lointains ancêtres. Elle venait de rentrer, ayant trouvé là-bas tout ce qu'elle haïssait ici, en plus concentré. Par une sorte d'accord tacite, ni l'un ni l'autre n'aborda la question de leur situation familiale. Marcello remarqua toutefois qu'elle ne portait pas d'alliance, et il lui semblait qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. Sans doute les choses en seraient restées là malgré la promesse qu'il s'était faite, si un violent orage n'avait pas éclaté. Elle ne lui facilitait pas les choses. À ses diverses tentatives de conversation, elle répondait par des phrases laconiques et prenait visiblement un malin plaisir à le mettre dans l'embarras. Marcello prit un dessert après le fromage, un digestif après l'expresso, puis un second expresso, tout cela dans l'idée de retarder l'instant fatal où il faudrait s'en aller. Ils étaient maintenant seuls dans l'arrière-salle aveugle du restaurant. C'était Valeria qui les avait placés là, dans cette alcôve isolée, sa sœur ayant aussitôt formé pour lui des projets matrimoniaux. 3 heures venaient de sonner, et on se serait déjà cru au crépuscule. Alors, d'un seul coup, la pluie se déversa en mitraillant le toit, puis le tonnerre fit trembler les murs. Puis les lumières vacillèrent avant de s'éteindre. L'arrière-salle fut plongée dans l'ombre. Après un long moment de silence, il se leva pour aller chercher des bougies. Giulia dut se méprendre sur son intention, parce qu'elle se leva à son tour. Ils se retrouvèrent nez à nez. Son parfum lui sembla agréable. Il inclina subitement le visage et lui embrassa les lèvres, et peut-être un peu le nez, car elle en avait un long. Ce fut l'instant que choisit cet ahuri de Lorenzo pour faire son unique apparition de la journée. Une lampe torche à la main, il passa par l'encadrement de la porte son crâne déplumé et se mit à rougir. « Mi scusi, Marcello, je pensais que vous étiez parti, » bafouilla-t-il avant de disparaître dans son trou. Giulia, qui s'était reprise la première, voulut le rappeler, mais son beau-frère fit la sourde oreille. « Alfredo, Alfredo !» cria-t-elle. « Pourquoi est-il parti si vite ?»« Il est comme ça, » répondit-il, gêné. « En fait, il s'appelle Lorenzo. Alfredo, c'est le nom du restaurant, tu comprends? Ah, mais pourquoi nous a-t-il laissés dans le noir ?» Marcello sourit, pensant qu'elle n'était pas si naïve que sa question le supposait, et profita de la pénombre pour lui prendre la main. Elle ne la retira pas. Au bout d'un moment, il se leva de nouveau. « Attends, ne bouge pas, je vais voir si je trouve des bougies. » Il sortit de l'arrière-salle, traversa rapidement la salle principale où tout était en place pour le service du soir, puis rentra dans la cuisine et aperçut Lorenzo qui terminait la vaisselle. « Il n'y a plus personne, » fit celui-ci. « Valeria est déjà partie, mais tu peux rester, Marcello, naturellement. »« Elle voudrait te voir, » dit-il. « Elle voudrait faire la connaissance du fameux cordon bleu qui la régale. » Comme il s'y attendait, son beau-frère devint écarlate et se mit à faire des gestes avec sa bouche et ses bras. Après le départ de Lorenzo, il alla dans la réserve où se trouvaient les bougies et en prit une seule, ainsi qu'une bouteille de mousse. Puis il revint dans la petite salle et lui annonça que la maison leur offrait le repas. « Et le vin aussi ?» demanda Giulia en désignant le mousseux avec un léger sourire. « Le vin aussi, ça compensera pour cette horrible apparenta. » Sa voisine gloussa mais ne fit pas de commentaire. Ils trinquèrent sans préciser à quoi.
Marcello commençait à se détendre et lui rappela sa bévue quand elle avait appelé son beau-frère Alfredo. Alfredo, feignit d'appeler Giulia en riant. Alfredo, eh bien, pourquoi ne vient-il pas? Tu sais, dit-il, pour achever de la dérider, les plus belles découvertes découlent souvent d'une erreur. Ainsi, pour prendre mon exemple, j'ai cru pendant toute une année que tu étais rousse. Elle lui adressa un nouveau sourire, puis approcha le beau joueur près de son visage. Je me doutais bien de quelque chose dans ce genre, répondit-elle. Et maintenant, es-tu sûr de me voir tel que je suis? J'espère, parce que j'aime beaucoup ce que je vois. Sa voisine accueillit le compliment avec un gloussement. Tu permets quand même que je te mette à l'épreuve, juste pour me rassurer? D'accord. Teste-moi. Bon, mais pour cela, il faut que tu fermes les yeux. Nous allons jouer à un jeu. Tu veux bien? Bien sûr qu'il voulait ce qu'elle voulait. Et mets tes mains devant, que je sois sûr que tu ne triches pas. De nouveau, il opina. Quelle est la couleur de mes yeux? Demanda alors sa voisine. Dans ses souvenirs, elle avait les yeux verts. Un vert un peu grisé peut-être, mais assurément vert. Des yeux verts avec des paillettes dorées. Bon, il n'en était pas vraiment sûr. Ses yeux lui jouaient des tours, ou peut-être sa mémoire, à moins que ce ne soit plutôt encore autre chose. Ayant fait toutefois, durant ces 10 années, quelques progrès en scepticisme, il se demanda s'il n'était pas en train de répéter sa vieille erreur. Peut-être que les yeux de Giulia étaient aussi verts que ses cheveux étaient roux. Qui a des yeux verts dans la réalité? N'était-il pas plus simplement gris? Il se rappela alors qu'elle était précisément habillée de gris. Et les femmes élégantes, classe dans laquelle il rangeait la nouvelle Giulia, aiment s'assortir leurs vêtements à la couleur de leurs yeux, réfléchit-il. Il répondit donc gris. Et bien entendu, elle avait les yeux verts. Moi qui pensais que j'avais les plus beaux yeux verts d'Italie. Tu me déçois, Marcello. J'espérais que tu avais au moins remarqué ça. Je remarque d'autres choses, essaya-t-il sans conviction. Ah oui? Comme quoi? Comme... il allait répondre comme ton nez, mais se retint au dernier moment. Comme les 2 grains de beauté que tu as sur le cou. J'aurais préféré que tu remarques mes yeux. Tu ne veux pas te rapprocher? Pourquoi faire? Pour vérifier qu'ils sont bien verts. La lumière est si mauvaise. En disant cela, Giulia avait avancé le visage tout près du sien, si bien qu'il n'aurait pas pu se rapprocher davantage sans frôler son visage. L'invitation était claire. Comme il allait saisir la perche, elle se rejeta soudain en arrière avec un éclat de rire. « Oh, comme tu m'as fait rire tout à l'heure, Marcello !» Il grommela, l'observant en froissant les sourcils. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais de ta façon d'embrasser, tout à l'heure, quand il y a eu la panne de courant. J'avais entendu parler du coup de la panne de voiture, mais pas encore de la panne électrique. Avoue que tu as payé l'électricien du coin pour couper le courant. Oh, oh, oh. En tout cas, c'est la première fois qu'un homme m'embrasse le nez. Mais tu le fais bien. Il faudra que tu m'enseignes la technique un de ces jours. Je peux te l'enseigner tout de suite, si tu veux, répliqua-t-il vexé. Parole, parole, chantonna Giulia. Il se leva en chancelant et se mit à tourner autour de la table. La jeune femme sauta sur ses pieds, feignant de consulter sa montre. « Bon,
Je crois qu'il est temps de s'en aller. » Il lui barra le passage. Elle rit, se recula et tourna dans l'autre sens. Il réussit à attraper un bouton de sa veste qui lui resta dans les doigts, et il le mit dans sa poche tandis que la petite jeune femme lui échappait de nouveau en passant sous la table. Il l'entendit rire sous cape dans l'autre pièce. Marcello la poursuivit à travers le restaurant, renversant chaises et plantes vertes. Giulia retourna dans l'arrière-salle, sauta sur la table et envoya promener ses chaussures. Puis, le sommant de rester à bonne distance, elle ôta ses vêtements les uns après les autres. Ils finirent par s'enlacer fiévreusement sur la nappe encore parsemée de miettes de pain. Ils se donnèrent rendez-vous le surlendemain matin à son domicile. C'était un 13 août, le 13 août 1999, une date qu'il ne risqua pas d'oublier. Ils avaient projeté d'aller se promener du côté de Valdieri et de faire un pique-nique champêtre suivi d'une longue sieste à l'ombre des pins. Mais Giulia ne vint pas. Il l'attendit 1 heure, passant tour à tour de l'angoisse à la colère. Finalement, il se rendit chez Alfredo, espérant que Giulia avait mal compris, même si la veille au soir, il n'avait parlé que de cette excursion. Ils avaient d'ailleurs convenu de prendre le café chez lui avant de partir. En effet, personne là-bas n'avait revu la jeune femme blonde. Il revint alors chez lui et attendit son appel le restant de la journée. Elle ne téléphona pas. Marcello continua d'espérer, voulant croire qu'elle avait égaré son numéro. Durant les mois qui suivirent, il surveilla le passage du facteur, dans l'espoir qu'il lui apporterait de ses nouvelles. Mais il n'y en eut pas, et Giulia disparut de sa vie sans la moindre explication. Pendant le temps qu'il lui resta à vivre, il resta dans le doute. Que s'était-il passé au juste ce jour-là? Avait-il pu se méprendre à ce point? Est-ce qu'un obscur et incompréhensible besoin de vengeance l'avait poussé à disparaître? Car il se rendait bien compte que la conduite de la jeune femme pouvait, en envisageant le passé avec ses yeux d'adolescent romanesque, être une façon de lui rendre la monnaie de sa pièce, quoique la situation n'avait plus rien de comparable. De plus, cette vengeance aurait été tout à fait disproportionnée, cruelle et inhumaine. Même dans ses pires jours d'accablement, et il ne manquait pas, il ne put se faire à cette idée. Peut-être, au fond, avait-il été simplement le jouet d'un hasard atroce mais innocent. Qui sait si la jeune femme n'avait pas été victime d'un accident le matin même de leur rendez-vous? Un accident mortel, ou qu'il avait laissé infirme, peut-être défigurée, si bien qu'elle n'avait jamais voulu réapparaître devant lui. Dans ce cas, il n'était pas surprenant que nul ne l'ait prévenu, puisque nul n'était encore au courant de leur liaison. Mais certains petits détails ne collaient pas trop avec cette hypothèse. Par exemple, elle ne lui avait donné ni adresse ni numéro de téléphone. Bien sûr, elle avait justifié ce fait en disant qu'elle était descendue à l'hôtel le temps de trouver une maison. Mais il n'avait jamais pu trouver l'hôtel en question. Et puis, la raison de sa venue ici n'était pas claire. Elle avait prétexté un besoin de repos après des années de tumulte. Mais est-ce que cette ville était l'endroit idéal pour se mettre au vert? Leur rencontre était-elle vraiment le fruit du hasard? L'émotion qui avait saisi Giulia en le reconnaissant dans la rue ne le prouvait pas indubitablement. Si elle avait semblé tellement bouleversée de le revoir,
Ce n'était peut-être pas à cause de la surprise, mais parce qu'elle savait justement qu'elle risquait de l'y croiser. Il habitait un cul-de-sac donnant sur cette rue et devait nécessairement passer par ici pour rentrer chez lui. Elle avait donc pu arranger le hasard. Oui, mais pourquoi l'aurait-elle fait? Il n'avait aucune réponse à cette question. Dans ses ruminations quasi incessantes, Marcello sentit les sombres épaisseurs qui précèdent la vérité. Elle était là, il le savait, mais impossible de la toucher. Assez régulièrement, même lorsqu'il ne se considéra plus que comme un cadavre en sursis, il prenait sa voiture et, par des petites routes tranquilles, se rendait du côté de l'Antrac et de Valdiri, poussant même parfois jusqu'au parc dell'Argentella. C'était la route qu'il aurait dû prendre le jour où Giulia avait disparu. Aussi, était-ce devenu pour lui une sorte de pèlerinage. Le fait que la jeune femme n'y avait peut-être jamais mis les pieds ne le gênait guère. Pendant la nuit qui avait précédé ce matin-là, il s'était tellement complu à imaginer ce que serait cette journée, la route sinueuse sous le ciel bleu, la promenade dans les senteurs balsamiques, le pique-nique au bord d'un torrent cristallin, le décor immuable au-dessus de leur tête, la sieste câline sous les pins, et avec tant de précision qu'elle semblait l'y avoir accompagné. Pourquoi n'avait-il pas plutôt choisi d'effectuer ce pèlerinage chez Alfredo? La raison en était simple. Son beau-frère avait revendu le restaurant et l'endroit avait tellement changé qu'il avait perdu tout ou presque de son pouvoir évocateur. Ce fut en suivant cette route 100 fois parcourue qu'il découvrit le fin mot de l'histoire. Il était alors déjà très malade. Le cancer galopait dans sa poitrine comme Attila dans la steppe et ressentait plus fort que jamais le sentiment de traverser la vie comme un fantôme. Maintenant, il devait s'arrêter tous les 30 pas pour reprendre son souffle. Profitant de ces haltes obligées, il examinait le flot des passants, excellant à ressortir le moindre visage féminin un peu jeune, un peu blond ou roux, un peu ressemblant à celui de Giulia. Quand ces inconnus, par leur démarche ou leur silhouette rapidement entrevue, attiraient son œil, il les suivait tant qu'elles ne l'avaient pas détrompé, parfois jusqu'à leur domicile. La plupart de ces femmes n'en prenaient pas ombrage. En fait, il était devenu si frêle, si hâve, si pâle, si visiblement inoffensif qu'elle ne devait même pas le voir. Il eut donc cette révélation alors qu'il se trouvait sur la route qui relie Cuneo à Borgo. Juste avant l'entrée du village, celle-ci longeait une propriété cernée d'un mur blanchi à la chaux. Par la grille, on entreapercevait une allée de gravillons, au bout de laquelle se dressaient plusieurs pavillons, également blancs. Marcello était passé devant une bonne centaine de fois, mais ce jour-là, il vit une femme blonde, au volant d'un break, déboucher de l'allée et s'éloigner en trombe dans la direction opposée. Il fut frappé par ce visage aux traits familiers qu'il croyait oublier, car il lui était bizarrement devenu impossible de se remémorer le visage de Giulia. En y réfléchissant, il pouvait dire qu'il était comme ceci et comme cela, mais aucune image ne lui venait spontanément. La femme au break avait la quarantaine et les cheveux courts, semblait forte de cou et de poitrine, mais il ne perdait pas de vue que le temps avait pu changer considérablement son ancienne condisciple. Lui-même en était la preuve accablante. Le temps de faire demi-tour, le break avait disparu. Il rentra alors dans l'allée de gravillons
et se dirigea vers le premier pavillon. En descendant de voiture, deux hommes qui discutaient au milieu de l'allée s'effacèrent pour lui laisser le passage et lui adressèrent même un petit salut de la tête. Apparemment, on n'était pas surpris de le voir ici. Il continua en direction du perron et remarqua à l'entrée une plaque dorée où il reconnut le mot « Ospedale ». Il pénétra à l'intérieur, le cœur battant, et se trouva dans une assez petite pièce, à peine plus grande, pensa-t-il, que le hall d'un hôtel de 3e classe, sombre, chaleureuse, meublée dans un goût quelque peu rustique. Deux femmes conversaient derrière un comptoir en bois. L'une d'elles, sans doute la secrétaire, présentait même un décolleté bâillant qui permettait de deviner une poitrine bien faite, ornée d'une chaînette dorée et de colliers multicolores, visiblement de pacotille, et au mouvement de ses seins, il eut l'impression qu'elle ne portait sous sa blouse ni dessous ni soutien-gorge, mais sans doute n'était-ce que le fruit de son imagination. Tandis qu'il feignait d'examiner une revue posée sur une table basse, son entrée n'avait en rien perturbé les deux femmes, un appel retentit et l'une des deux disparut par une porte de derrière. La femme au collier resta seule. Elle avait un sourire plaisant, à la fois gentil et franc, mais il était devenu timoré et il lui fallut un certain temps avant d'oser s'approcher. Il lui demanda si la femme blonde qui conduisait un break s'appelait Julia. Sans cesser de sourire, la secrétaire haussa légèrement le sourcil droit. « Presque, » répondit-elle gaiement. « Elle s'appelle Sarah et je vous avertis qu'elle est déjà mariée. » La jeune femme ponctua cette phrase d'un sourire aussi large et franc que son décolleté. « Mais à la réflexion, il me semble qu'elle avait une sœur qui s'appelait Julia. On dit qu'elle se ressemblait beaucoup. »« Avait » La femme au collier se mordit la lèvre et lui jeta un coup d'œil pour le sonder. « Excusez-moi, vous êtes un proche ?» Il hésita, puis décida d'opter pour l'affirmative. « Nous avons été très proches à une époque, oui. » Et il faillit ajouter la date exacte de leur ultime relation, date pour lui aussi sacrée que le 25 décembre, mais il se reprit à temps. Sinon, Dieu sait ce qu'elle aurait pensé de lui, un menteur, un mythomane, probablement, et ceci dans le meilleur des cas. « Nous étions de bons amis autrefois, mais nous nous sommes perdus de vue, » dit-il à la place. « Alors, j'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous. Elle est morte. Sarah m'en a parlé une fois. Sa sœur souffrait d'une maladie incurable depuis très longtemps. Mais je n'en sais pas plus. Sarah n'est pas très causante sur ce sujet, et je ne travaillais pas ici à l'époque. C'était il y a plusieurs années maintenant, vous savez. » « Vous voulez dire que Julia est morte ici, dans cette clinique ?» La secrétaire hocha la tête. « Quand ?» demanda-t-il. Sa voisine resta pensive un instant avant de répondre. « Cela devait être en 1999, mais je peux vérifier sur le registre des entrées si c'est important pour vous. »« Merci. Oui, c'est très important, » fit-il en déglutissant avec difficulté. « Pourriez-vous me donner la date exacte ?» Elle l'observa un instant avec perplexité et dut saisir l'émotion qui l'étreignait car sa mine s'allongea subitement. Elle se leva et disparut à son tour dans la pièce du fond. Elle revint avec un épais registre. « Voilà, » dit-elle, après l'avoir feuilleté rapidement. « Julia ?
entrée le 1er août 1999, décédée le 10 du même mois. Elle est partie très vite. Peut-être que sa sœur vous en dira plus. Elle avait demandé à faire partie de l'équipe soignante. Mais il n'avait pas besoin d'en savoir plus. Il ressortit en vacillant de la clinique, songeant avec un curieux mélange de stupeur et de nostalgie à ce jour où il l'avait possédée sur la nappe du restaurant, au milieu des miettes de pain et des taches de vin. Je vous ai raconté Seconde Chance, une nouvelle de Jean Levent, extraite du recueil intitulé Le Grand Noir tombé du ciel et autres voyageurs insolites, comprenant 8 nouvelles et 17 poésies en prose ou en vers, illustrées par l'auteur. Le thème central commun à ces 25 textes est le voyage. Certains de ces voyageurs sont bien connus, des personnages mythiques, d'autres sont de parfaits inconnus. Certains viennent de contrées inattendues et d'autres se dirigent vers des destinations funèbres. Certains reviennent donc de voyage et d'autres sont prêts de partir, mais on peut remarquer que dans tous les cas, ce sont des voyages fatidiques. Après tout, un revenant est une sorte de voyageur. Je souhaitais terminer ce programme avec une composition musicale de Stéphanie Bimon, professeure de piano et de solfège confirmée et diplômée d'un premier prix supérieur de conservatoire. Elle présente, sur de nombreux supports médiatiques et réseaux sociaux, ses propres compositions musicales pour piano, interprétation, musique à l'image et synthétiseur. Une formation et un CV à faire pâlir un ex-énarque ou polytechnicien. Non contente d'exceller dans le domaine musical, Stéphanie Bimon a suivi dès son plus jeune âge une formation d'art dramatique à l'école de l'acteur, dirigée par son grand-père Bernard Bimon, acteur, metteur en scène de théâtre et professeur d'art dramatique. Voici Prélude d'automne pour piano, écrite en juillet 2023 et enregistrée les 6 et 7 février dernier. À bientôt.